Bonjour à tous. Bon vendredi, madame, messieurs. C'est la dernière édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes avec la presse que vous aurez à lire ce matin. La nouvelle expression parle de profil bas. Messangang Yamding s'agenouille. D'ailleurs, c'est le grand titre proposé par le journal. L'ancien cadre déchu des lyriques confesse ses crimes et implore le pardon du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor, alors même qu'une organisation de la société civile venait donc de se prononcer sur les menaces et intimidations dont est victime l'enseignant depuis quelque temps. C'est le dossier que je vous invite à lire dans le journal de la page 2 à la page 3 ce matin. Le journal parle également de Paul Éric Ngué, une vie publique tourmentée. Le maire de Djombe Penja a effectué son dernier voyage comme il a vécu ces 10 dernières années au Cameroun. C'est en page 5 du journal. Et on parle de sécurité routière, les chiffres de la mort, alors que le nombre d'accidents de la circulation et de morts était donc décroissant. 2021 montre que résurgence des hécatombes sur les axes routiers. C'est le journal qui le dit dans le numéro de la page 6 à la page 7 également ce matin. Voilà ce que la nouvelle expression nous propose et d'autres sujets également sont disponibles aussi dans le même journal. Le Messager pour sa part parle de vaccins anti-Covid obligatoires, les manœuvres du gouvernement. C'est le titre proposé par le journal. Tout dit simplement que le projet de loi transmis aux parlementaires entend instituer donc l'administration systématique des doses de vaccins aux populations. C'est en page 2 du journal ce matin. Opération épervier, affaire Mebengo, l'éternel imbroglio. D'ailleurs, l'ex-ministre de la Défense livré à un tribunal qui éprouve de sérieuses difficultés à rassembler les preuves pour soutenir l'accusation. C'est en page 3 du journal. Un kiosque ce matin également. Route nationale numéro 6, le calvaire Babadjou Bamenda. En page 4 également à découvrir dans le numéro 1 kiosque ce matin. L'œil du Sahel, pour sa part, parle aussi d'énergie avec le Grand Nord dans le noir. C'est ce que le journal propose ce matin. Le dossier à découvrir en page 6. Le journal s'intéresse également à Maroua 2e, Wundé, avec la démolition des maisons qui crée donc des tensions. C'est le journal qui le dit également ce matin. Et à Maroua, on parle d'un étudiant tchadien retrouvé mort. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ça reste un véritable souci, mais c'est à lire en page 4. Le journal parle également de tuberculose pédiatrique avec notamment 1172 enfants touchés en 2020 au Cameroun. Ce sont là quelques informations à découvrir dans le journal. Les du Sahel, un kiosque ce matin. On va poursuivre avec Forum Libre qui parle de grâce présidentielle. Paul Biya l'a effectivement accordé à Mendozé. C'est ce que le journal nous propose. Donc, parlant notamment des interrogations qui fusent donc au sein de l'opinion sur l'effectivité de cet acte donc magnanime du chef de l'État au motif de ce que le précieux passeport du mariologue n'a pas fuité sur les réseaux sociaux. L'ancien directeur général de la CATV libre d'aller se faire soigner ou encore il le souhaite. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Merci donc de nous donner ce journal et aussi vous aurez l'occasion de parcourir le titre et notamment ce qui est contenu dans le journal ce matin. Alors l'autre journal, c'est Mutation qui est en kiosque ce matin. Le journal s'intéresse également à l'actualité parlant des visites guidées. Orca se déconfine et on le découvre également dans le journal ce matin. Parlant notamment de cette information, le journal explique qu'immersion dans cette unité spécialisée de prise en charge des malades Covid-19, longueur est présentée aujourd'hui. On parle donc comme un mouloir en tout cas avec notamment plusieurs personnes décédées dans cet espace réservé justement pour la prise en charge du Covid-19. C'est à lire dans le journal Mutation ce matin. Mutation qui est en kiosque tout comme Émergence qui parle du tribunal criminel spécial. 13 ans de procédure pour Olangena Awonom. Le journal fait savoir qu'il s'agit là de l'ancien ministre de la Santé publique, mais seulement il est soupçonné de violation des règles de passation des marchés publics pour plus de... le journal fait savoir que pour plus d'1 milliard de francs CFA, l'affaire avance à pas de tortue depuis 2008, selon bien sûr le journal. Les raisons même de l'ex-ministre de la Santé publique aujourd'hui sont également contenues dans le même journal disponible en kiosque ce matin. C'est Émergence qui a également d'autres informations ce matin. Le quotidien Le Jour parle de Covid-19 au cas vu de l'intérieur. C'est le journal qui le dit depuis son ouverture en juin 2020. Ce centre spécialisé a déjà reçu un total de 1500 patients pour 119 décès. C'est le journal qui le dit également ce matin. Le journal parlait aussi de Bafoussam. Elle assassine sa mère avec une hache. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La suite est à découvrir dans le quotidien Le Jour de ce matin.
matin. Le journal L'économie quotidien parle de coopération avec le Japon qui reporte donc notamment le remboursement de sa dette aujourd'hui, qui reporte le remboursement de sa dette. On peut le lire dans le journal ce matin, parlant notamment de ce cas qui est évoqué, comme dans plusieurs tabloïds qui sont revenus sur la dette que le Cameroun doit justement ou enregistrer au cours de plusieurs années aujourd'hui. Un accord a été signé à cet effet le 23 mars 2021 entre lui, Paul Motazé, et ministre des Finances, et Osawa Tutumu, ambassadeur notamment du Japon au Cameroun. Tous ces éléments sont contenus dans l'article proposé par le journal. Le journal qui parle également de transport aérien avec le Maroc qui ferme son ciel au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La suite est à découvrir dans le journal. Le journal, donc, Économie en kiosque ce matin. Le soir hebdomadaire s'intéresse également à l'actualité et parle aussi de l'avérie automobile donc, et entretien des surfaces. On le voit bien, d'ailleurs, au ministère des petites et moyennes entreprises. On découvre également qu'il y a bien d'autres faits qui ont été également enregistrés. On s'intéresse également à la violation des mesures barrières pour la Tangandi, met fin aux dérives des pasteurs. C'est ce qui est également contenu dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Toujours dans la presse, Cameroun Tribune parle notamment du Cameroun, Grande-Bretagne, nouveau départ, notamment dans le dossier proposé par le journal. On s'intéresse au lendemain de la signature d'un nouvel accord de coopération bilatérale, donc pour post-Brexit. Le président de la République aujourd'hui a décidé, en tout cas, Paul Biya a reçu hier le ministre britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Selon bien sûr le journal, il y a des nouvelles choses également aujourd'hui que le Cameroun va d'ailleurs avoir. À la suite de tout cela, on peut également parler du Covid-19 et bien d'autres faits importants. C'est dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune. Ce matin, voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Déjà, avec nous sur ce plateau, Georges Semi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à mon co-panéliste du vendredi. Bien évidemment, je rends hommage à tous les téléspectateurs qui nous font la délicatesse de nous suivre chaque vendredi sur ce plateau. Merci d'être là ce vendredi. Bonjour Kamineli. Flavien Balonomo, bonjour. Bonjour Georges Sémin, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, avec vous nous allons faire le tour de quelques tabloïds, notamment les titres proposés par les journaux de ce matin. Il y a la nouvelle expression qui est revenue sur le profil bas. Mesanga Yamding s'agenouille, bien entendu, c'est le titre proposé par le journal. Alors c'était un titre très évocateur qui rentre dans la continuité de cette actualité autour de l'Institut des relations internationales du Cameroun, où un de ses hauts fonctionnaires, Pascal Mesanga Yamding, a été en date du 22 mars 2021 envoyé à officier désormais à l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré, qui est plutôt basée à Garoua. Donc beaucoup y ont vu une sanction disciplinaire en rapport avec les différentes sorties de cet éminent professeur sur l'actualité du Cameroun. Et vous savez que Mesanga Yamding, qui est bien connu des médias, n'est pas seulement un grand professeur, un grand scientifique, il est également un responsable du RDPC, et c'est dans ce cadre-là qu'il a quelquefois effectué des sorties qui n'ont pas du tout plu non seulement à sa hiérarchie politique, mais également à sa hiérarchie administrative. En l'occurrence, le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, qui a signé, en l'occurrence, le 22 mars dernier, cette note qu'il a envoyée plutôt désormais du côté de Ngaoundéré. La nouvelle expression reprend ici des propos qui ont été publiés par Mesanga Yamding en disant que il demande pardon à sa hiérarchie, mais pas la hiérarchie administrative. Donc la hiérarchie administrative qui est ici constituée du ministre de l'État et de l'enseignement supérieur, mais plutôt au secrétaire général de la présidence de la République. Et lorsque j'ai parcouru cet article, je me rends compte effectivement qu'il a demandé pardon, mais tout en rappelant que ces malheurs viendraient de Ferdinand Gongo, qui est secrétaire général de la présidence de la République, et je vais le paraphraser, il a dit qu'il ne peut être rien dans ce pays tant que M. Ferdinand Gongo est encore secrétaire général de la présidence de la République. Mais toutefois, il lui demande pardon. Donc, je pense qu'il souffle le chaud et le froid, mais ça rentre, comme l'a noté la nouvelle expression dans cette actualité, autour de lyrique et au centre de laquelle le professeur Mesanga Yamding est le sujet principal. Alors, le journal fait savoir, il le veut d'ailleurs ce matin, en parlant également de ce qu'une organisation de la société civile venait justement de se prononcer sur les menaces et intimidations dont est victime l'enseignant depuis quelque temps. Vous savez, le professeur Mesanga Yamding s'est rendu célèbre par ses sorties tonitruantes et
sa proclamation de biaïste et pas de RDPCiste, qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et sa très forte habitude de se produire sur les plateaux de télévision et de dire des choses assez violentes à la limite. Beaucoup de gens qui l'écoutaient savaient très bien qu'un jour ou l'autre, il allait payer cela parce qu'il oubliait par-dessus tout qu'il était fonctionnaire. Mais un fonctionnaire qui a lui-même oublié que le jour où il a déclaré Urbi et Orbi, que tant que M. Ferdinand Ngongo sera là, lui ne sera jamais rien, et que M. Ferdinand Ngongo fait partie des gens qui lui obstruent le chemin et qui ne lui veulent pas que du bien. Beaucoup de gens savaient que depuis ce jour-là, que son sort était scellé. Et effectivement, il était scellé. Bon, scellé, on l'a juste enlevé de lyrique, où il avait tout de même un poste confortable. On l'a envoyé dans une université. Le chef de département. Oui, le chef de département, on l'a envoyé en Gaoundéré, bien loin de Yaoundé, bien loin des plateaux de télévision. Alors vous pensez qu'on voudrait simplement l'éloigner des médias? Non, de toute façon, on voudrait tout simplement lui rappeler qu'il est un fonctionnaire et qu'il est astreint à un devoir de réserve. Il est militant du RDPC, il est astreint à un devoir de réserve, et que les embardés qu'il a multipliés pendant longtemps sur les plateaux de télévision et dans les réseaux sociaux étaient en train de connaître ainsi une descente de foudre. C'est une descente de foudre pour lui démontrer que il est un professeur d'université, certes, mais il est un fonctionnaire, il est un agent de la fonction publique, et que cette fonction publique peut même le mettre tranquillement dans un bureau, il ne fera rien du tout, et il ne pourra même plus pontifier sur les plateaux de télévision. Non, moi, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'un jour ou l'autre, ça se termine comme ça. Les gens ont la mémoire courte, mais ils oublient que son ami, celui qu'il appelle son ami, Ateba Yéné, était aussi un militant, un hyper militant du RDPC, qui pendant longtemps a dit aussi un certain nombre de vérités qui n'ont pas forcément plu à la hiérarchie. Bon, il pensait peut-être qu'en les disant, en les développant à la télévision, cette forme de populisme-là pouvait l'aider à améliorer sa condition physique et peut-être à démontrer sa loyauté. Malheureusement, elle l'a plutôt éloigné de cette hiérarchie qui le regardait tout simplement de travers. Donc c'est ce qui est arrivé à M. Messanga Nyamding aujourd'hui. Il allait à la télévision, il disait des choses assez fortes, mais ces choses-là n'étaient pas forcément appréciées, et ce qui arrive aujourd'hui était tout simplement prévisible. Et voilà, donc comme on dit que lorsqu'on est militant du RDPC ou encore fonctionnaire, on ne peut pas critiquer. Alors, sur le cas Messanga Nyamding, je crois qu'il faut faire la distinction entre le fonctionnaire qui était un haut cadre de lyrique et l'homme politique, tout en rappelant quand même que c'est lui qui a signé la décision qu'il envoie du côté de la faculté annexe est également secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, ça suscite cette confusion entre les rapports administratifs entre Pham Ndongo, le ministre d'État, et Pascal Messanga Nyamding, et les rapports politiques entre ces deux fortes têtes également du RDPC. Dans le cas actuel, dans le cas que nous commentons ce matin, je crois qu'il s'agit tout simplement d'un rapport hiérarchique dans le cadre administratif. De ce que Messanga Nyamding, c'est vrai que la décision n'est pas motivée, elle est discrétionnaire. Celle qui a été signée par le professeur Jacques Famine Ndongo est discrétionnaire, mais dans ce cadre administratif, on observe que Messanga Nyamding aurait manqué à ses devoirs académiques en tant que professeur et en tant que fonctionnaire d'État. Et on a vu cette vidéo également qui a circulé dans les réseaux sociaux où le professeur Pascal Messanga Nyamding, dans un amphithéâtre, disait que les ministres de la République, les DG, etc. étaient des PD, excusez-moi du peu. C'est le mot. Voilà, des homosexuels, excusez-moi du peu. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'une matière à enseigner en lyrique? Je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a concouru à ce qu'on prenne cette décision qui reste administrative, en dehors de ce qu'on peut y voir des relents politiques, parce que le professeur Messanga Nyamding ne fait pas toujours dans la langue de bois, et comme le doyen l'a dit tout à l'heure, il est considéré comme un biaïste pur et dur, et il a parfois durement tensé ses collègues du RDPC, ses camarades du RDPC qui l'accusent parfois, au-delà d'être des PD, des homosexuels, qui l'accusent parfois d'être des voleurs d'argent, des tribalistes, etc. Les gens qui trahissent la pensée effectivement, du président de la République, le président national du RDPC. Donc,
on peut y voir à travers cette décision administrative un règlement de compte politique qui est aujourd'hui dénoncé par cette organisation de la société civile que vous avez tout à l'heure évoquée et qui a été reprise par nos confrères de la nouvelle expression. Très bien. Alors, mais il faut ajouter, Flavien Valondongo, que je ne sais pas pourquoi les gens estiment que le fait de l'envoyer à l'université de Ngaoundéré serait une sanction. Tant qu'on est agent de la fonction publique, commis de l'État, on peut être envoyé partout où besoin sera, et on peut être appelé à être déployé partout sans que la hiérarchie justifie les raisons de ce déplacement. Au contraire même, c'est même une très bonne chose qu'on puisse changer des fonctionnaires de temps en temps et que un fonctionnaire de son acabit aille mettre sa compétence au service d'autres universités. Donc les gens qui estiment que c'est une sanction disciplinaire, non. C'est d'abord, moi je pense que le professeur le ministre d'État Femme Dongo a usé de son pouvoir d'affecter qui veut, quand il voulait, même si c'était une façon pour lui de régler ce compte et de démontrer que ce que M. Missangayamdi disait publiquement, à savoir qu'il y a certains ministres qui trahissent pour le bien, il y a certains ministres qui sont des homosexuels, des choses qui ne sont pas très digestes pour les membres du gouvernement. Très bien, alors c'est la nouvelle expression qui est revenue, qui propose tout un dossier ce matin de la page 2 à la page 3. Vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque. Il y a le Messager qui revient également ce matin avec l'affaire du vaccin anti-Covid obligatoire, les manœuvres du gouvernement. À plein temps. Alors, cette actualité est mise sur le devant de la scène de façon très opportune, tout simplement parce qu'on est encore en plein Covid, mais également parce qu'il y a des réunions qui se multiplient dans le cadre de la stratégie que devrait utiliser le Cameroun en rapport avec le vaccin. Et nos confrères du Messager disent qu'il y a de grandes manœuvres du gouvernement, également en relation avec ce projet de loi qui est aujourd'hui en discussion au Parlement. Mais le discours gouvernemental aujourd'hui est constant. En attendant que ce projet de loi passe, bien évidemment, le discours du gouvernement est celui d'un vaccin qui sera institué au Cameroun, mais qui ne sera pas obligatoire. Et cela a été dit il y a quelques jours encore par le ministre de la Santé, parce qu'il y a des tendances qui pensent que le vaccin sera forcément obligatoire. Et même s'il est obligatoire, je pense que la question devrait être discutée de façon profonde au sein du Parlement. Même s'il est obligatoire, est-ce que ce sera une obligation administrative ou une obligation de santé publique? Obligation administrative, ça veut dire que, par exemple, vous voulez aller à l'étranger, ou alors vous voulez effectuer un concours administratif, on vous exige d'abord le test du Covid. C'est ce que j'appelle une obligation administrative. Mais maintenant, l'obligation de santé publique a trait à ce que c'est une question de santé publique et il faudrait que tout le monde, qu'il soit des grandes métropoles ou des zones reculées du Cameroun, soit obligé de se soumettre à ce vaccin. Donc il faut faire cet amalgame et je crois que ceux qui sont face à ce projet de loi au Parlement devraient également tenir cette nuance-là afin de ne pas créer l'amalgame. Mais en l'état actuel de la situation du vaccin au Cameroun, nous sommes encore à l'initiative COVAX, qui est un vaccin qui a été offert gratuitement au Cameroun. Le Cameroun n'a pas encore pris sur lui d'acheter de ses propres fonds publics un vaccin pour le mettre sur le marché camerounais. On est encore à l'initiative COVAX et le discours de l'État est constant. C'est un vaccin qui sera gratuit et il sera non obligatoire. D'accord, alors c'est le titre du quotidien Le Messager ce matin, Kaminele, qui parle de ce projet de loi transmis aux parlementaires qui entend instituer donc l'administration systématique des doses de vaccins aux populations. Au-delà de la controverse que l'on enregistre aussi bien dans les réseaux sociaux, dans les journaux que dans les ménages autour de ce vaccin, il faut d'abord commencer par comprendre que de plus en plus, même dans les télévisions occidentales, on nous montre des images de personnes qui se font régulièrement vacciner, des villages entiers qui se font vacciner, des hôpitaux où les malades se font vacciner et tout cela. Mais ce qu'on oublie de dire aux personnes qui demeurent sceptiques jusqu'à présent, c'est que ce vaccin ne peut pas être inoculé à tout le monde. Ce vaccin ne peut pas être inoculé à tout le monde parce que ce vaccin, en réalité, est un virus très fatigué qu'on met dans le corps de quelqu'un. Or, vous savez très bien que le coronavirus ne peut attaquer et peut-être tuer un homme que si il trouve que le système immunitaire de cette personne est complètement déficient. S'il trouve que cette personne présente des comorbidités, s'il trouve que cette personne-là a un certain nombre de faiblesses qui font que son corps est faible. Or, peut-on donc vacciner
une personne qui est, par exemple, qui présente des comorbidités, plusieurs maladies, hypertension, insuffisance cardiaque, diabète et tout cela. Non, on ne peut pas. Peut-on vacciner une personne dont le taux de globules blancs dans le sang est en dessous de la moyenne? Or, le taux de globules blancs étant inférieur à celui des globules rouges, ça veut dire que le corps est faible et qu'il peut être attaqué peut être vaincu par n'importe quel virus. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il faut vacciner des gens, on ne peut pas vacciner tout le monde, parce que tout le monde ne présente pas la même situation pathologique. Donc, le débat sur le vaccin aujourd'hui, moi je pense qu'au-delà du fait d'imposer le vaccin, et au-delà des précautions minimale que le gouvernement a prescrit pour stopper la propagation du virus, il faudrait peut-être demander aussi à tous et chacun de faire un effort pour faire des examens sur l'état de son système immunitaire. Et rien de tel, il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus facile. Vous allez demander tout simplement le nombre de globules blancs, de globules rouges qu'il y a dans votre sang. Et si l'on trouve qu'effectivement, il y a moins de globules blancs que de globules rouges, ça veut dire que votre système déjà est faible et qu'il faut pallier à ça. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir ce vaccin, parce que ce vaccin-là, inoculé à certaines personnes, provoque immédiatement la maladie. C'est certainement pour cela qu'à l'étranger, il y a des gens, justement, on a enregistré ces effets secondaires qui ne sont pas seulement dus à des maladies, mais certainement à un système immunitaire déficient. Très bien, c'est le messager qui est revenu sur le sujet ce matin, parlant des manœuvres, en tout cas du gouvernement, qui s'intéresse au vaccin anti-Covid obligatoire. Et puisqu'on parle du vaccin, il y a également, dans le journal Le Soir hebdomadaire, on parle de violation des mesures barrières. Le ministre Paul Atanga dit qu'il met fin aux dérives des pasteurs. Alors, le ministre de l'administration territoriale a choisi de s'attaquer aux églises dites de réveil où on voit beaucoup d'adeptes qui, en dehors d'entrer de temps en temps en transe, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ne respectent pas les mesures barrières. Et ça s'observe de plus en plus depuis le début de cette maladie. Alors, le ministre de l'administration territoriale a donc décidé d'attirer l'attention de ces pasteurs en leur disant qu'en période de Covid, il y a de la distanciation sociale à respecter, mais il y a surtout le nombre d'adeptes à respecter également qui est au seuil de 50. Mais malheureusement, dans ces églises, rien n'est absolument respecté, ce qui favorise la propagation du virus. Donc, moi, je crois que c'est une décision conjoncturelle, mais elle ne devrait pas seulement se limiter aux églises réveillées. Je crois que c'est un journal de ce matin qui a parlé du préfet d'Ivory qui a interdit une manifestation musicale en rapport effectivement avec la jauge populaire et la distanciation. Ça devrait évidemment aller au-delà, ne pas s'arrêter aux églises réveillées, ne pas s'arrêter au spectacle, mais également s'attaquer à d'autres secteurs où on voit bien évidemment que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, les mesures simples de prévention sont foulées aux pieds, mais surtout dans la rue. Dans la rue, on observe également que les populations font fi de toutes ces précautions qui ont été prises par le gouvernement. Que dire des taxis, où on constate encore qu'il y a ce qu'on appelle trivialement le bâchement. Or, le ministre des Transports a pris une note en disant que lorsque vous bâchez, celui qui est en surcharge sera tout simplement mis hors de la voiture. Alors, il a des pièces à quelques sanctions. Et des pièces du véhicule du chauffeur seront saisies. Mais malheureusement, on assiste partout, de façon générale, que les mesures prescrites par le gouvernement sont systématiquement violées. Alors, à côté des sanctions déjà enregistrées au ministère des Transports, ou alors par le ministère des Transports, il n'y a que le ministre de l'administration territoriale qui allait dans les églises ou vers les églises dites de réveil pour sanctionner également, demander à ces derniers de respecter les mesures barrières ou alors fermer carrément ces églises. Il a donné des instructions bien précises aux autorités administratives justement de fermer essentiellement d'abord ces églises de réveil où l'on connaît la propension à des rassemblements colossaux et avec des manifestations hystériques où les gens se mettent à crier, à partout, à s'embrasser, à donner des coups de poing, des coups de griffe en l'air et tout ça, par plusieurs centaines. Et c'est une mesure destinée à protéger ces adeptes d'abord, parce que le fait justement de ne pas respecter la distanciation sociale propage le virus. C'est donc beaucoup plus pour le bien de ces oreilles-là. Mais je pense que le ministre de l'administration territoriale est allé dans le sens justement de cette mesure barrière qui interdisent un très grand nombre de rassemblements de plusieurs centaines, dizaines de personnes. On a vu par exemple comment au
cours des obsèques de Frédéric King, comment la police a été obligée de disperser les gens à coups de gaz lacrymogène, parce que les populations prises dans leur émoi et dans leur émotion ont fait fi des prescriptions légales. On voit par exemple, comme Joss me vient de le dire, l'interdiction par le préfet d'un concert, même comme on l'a entendu hier soir, il y a des gens qui sont en train de vouloir casser les murs à cause de l'interdiction du concert de Petit Pays à Yaoundé. Mais en fait, c'est dans le sens plutôt de la protection du public, que c'est beaucoup plus dans le sens de la protection du public que par souci de tracasserie. Donc, cette dernière mesure du ministre Paul Atangandi est en réalité beaucoup plus destinée à protéger les populations, mais elle ne doit pas seulement s'arrêter aux églises de réveil, parce qu'on doit aussi aller dans les cultes, dans les cultes protestants, catholiques, orthodoxes, et même dans les mosquées, pour imposer le respect justement de cette limitation de personnes rassemblées au même moment. Mais bon, cependant, il y a des gens, on entend des gens grincer les dents en disant que non, regardez, même les funérailles et même les enterrements et tout ça. Et l'un des exemples les plus patents est le report des festivités des obsèques officielles du roi d'Indika, le chef supérieur de Bonambela, qui est mort, qui est enterré. Ces obsèques devaient se tenir du 22 au 27 février, mais ces obsèques qui ont été envoyées sinuti, par pur respect des prescriptions gouvernementales. Alors si on peut renvoyer une cérémonie aussi importante, c'est tout simplement pour le bien des populations, mais aussi dans le sens de respecter les prescriptions sanitaires. Ok. Alors, le sujet est contenu dans le journal ce matin, le Soir hebdomadaire, qui parle de violation des mesures barrières pour la Tangandi met fin aux dérives des pasteurs. C'est ce que vous aurez à lire dans le numéro en kiosque aussi. Alors, l'autre sujet qui concerne également le Covid-19, il y a Mutation qui parle de visites guidées. Orca se déconfine, notamment à la suite de cette enquête menée par le journal. On rappelle qu'il y a plus de morts que de malades enregistrés de ce côté. D'abord sur le titre, donc on fait des mutations, il nous habitue régulièrement à des titres extrêmement inédits et caricaturaux, mais cette fois-ci, Orca ne se déconfine pas, bien évidemment. C'était une façon de dire que ce centre spécialisé de prise en charge des malades du Covid-19 s'est ouvert au public à la faveur d'une descente du ministre de la Santé qui a été effectuée dans ce centre. Même si le jour parle de Orca vu de l'intérieur. Oui, effectivement, ça rentre dans la même actualité, dans la même information, mais seulement dans le chapeau des mutations, on nous laisse penser que Orca c'est un mouroir. C'est un mouroir, et je pense avec quelques pincettes parce que ça donne l'impression que Orca, les gens meurent à Orca parce que les médecins, les infirmiers ou alors le personnel soignant n'est pas compétent, ou alors il y a un manque de matériel destiné au Covid. Non, ce n'est pas ça l'information. L'information en réalité c'est que il y a des morts du Covid-19 pour plusieurs raisons. Et ce centre spécialisé de prise en charge du Covid-19 a retenu l'attention ces derniers temps du ministre parce qu'il y a une augmentation des contaminations et il y a également un accroissement des décès. Avec tout cela, je crois qu'il était de bon ton que Mutation s'intéresse à cette actualité, mais également que le membre du gouvernement aille effectivement voir ce qui s'y passe. Est-ce que le personnel de santé est professionnel? Est-ce que le matériel contre le Covid est disponible? Est-ce que c'est la raison pour laquelle la question a été évoquée par nos confrères de Mutation et du jour aujourd'hui? Mais ça donne l'impression qu'il y a une défaillance dans le système de lutte contre le Covid. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire tout simplement que des patients qui y arrivent meurent malheureusement pour des raisons multiples. Alors, donc il y a Mutation qui parle de Orca qui se déconfine. Également, ce matin, le quotidien du jour qui parle du même sujet, Covid-19. Orca vu de l'intérieur, parlant depuis son ouverture, donc en juin 2020. Le journal fait savoir que ce centre spécialisé a déjà reçu un total de 1500 patients pour 119 décès. C'est pour ça que ce zoom qu'ont fait les journaux ce matin sur Orca est là pour édifier tous ceux qui avaient peut-être une perception peut-être négative ou peut-être réductrice de Orca. Il y a beaucoup de gens qui arrivent là-dedans, qui sont pris en charge, il y a très peu qui en meurent. Donc moi je pense que c'est une façon de rappeler aux personnes qu'il existe tout de même cette structure qui est là et qui fait bien son travail et où les gens sont pris en charge de façon normale.
Alors, le quotidien Messager a un autre sujet ce matin, parlant de l'affaire de l'opération Impervier, affaire Mbengor, l'éternel imbroglio, l'ex-ministre de la Défense, donc livré à un tribunal qui éprouve de sérieuses difficultés à rassembler les preuves pour soutenir l'accusation. C'est un élément de plus qui incite, qui pousse les gens à faire le procès de la justice au Cameroun. Monsieur Alain Edgar Mbengor a été arrêté en mars 2019. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est en prison. Et vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a été de manière aussi spectaculaire et que pour des délits ou pour la présomption de délit présenté comme très très grave, 2 ans après, non seulement l'affaire n'est pas encore entrée au niveau de la discussion devant la barre, mais surtout le ministère public est encore en train de rechercher des preuves qui n'arrivent pas à être convaincantes sur le plan du droit. Donc l'affaire Mbengor ressemble à beaucoup d'autres affaires qui passent devant le tribunal où on arrête d'abord un haut cadre et on commence à chercher les preuves par la suite. Et c'est tout de même désolant et c'est malheureux pour la justice camerounaise qui devrait être impartiale. Si vous avez détourné, s'il y a des éléments objectifs qui démontrent que vous avez commis les crimes allégués contre vous, on vous condamne. Mais plutôt que de vous torturer devant le tribunal pendant 3, 4, 5 ans. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des moments où le ministère public incapable de trouver un élément réel, un élément factuel démontrant votre culpabilité, a réussi l'exploit de créer, même d'inventer des délits imaginaires tels que complicité intellectuelle de détournement que l'on a vu dans l'affaire Marafa Midouaya. Alors avec l'affaire Edgar Mbengor, va-t-on assister à cela? Puisque de plus en plus, au fur et à mesure de l'évolution du dossier, on réalise qu'il n'y a rien de vraiment patent présenté par le ministère public aujourd'hui. C'est en page 3 du journal Le Messager. Georges Sémé, vous n'allez pas vous prononcer sur ce sujet. Nous allons laisser le son au lecteur d'aller lire ce que la presse a donc proposé aussi. Et là, je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Surtout garder la formule le vendredi soif. Pas vidéoconférence. Bon week-end à tous, madame, messieurs. À lundi, 9h20.